Bonjour à tous, merci d'être là et on continue pour cette deuxième partie de vidéo sur les émotions chez les enfants. Alors, on a bien regardé comment ça se passait au niveau du cerveau chez l'enfant et c'est justement pour pouvoir mieux comprendre ce que je vais vous expliquer maintenant et surtout les conséquences de cette non-connaissance. Alors pour commencer, une petite explication. Chez l'adulte, ce qui va lui faire éprouver des émotions, ce n'est pas l'événement qu'il est en train de vivre, mais le rappel de l'événement qu'il est en train de vivre. Ce qui veut dire en clair que chez l'adulte, seuls 10% de ses émotions sont liées à un événement présent. Et le 90 donc est lié au passé. Alors je vous dis ça pour comprendre que chez l'enfant c'est très différent, comme je le disais précédemment, il est tout neuf. L'enfant, lui, il n'a pas encore de corps de souffrance, pour refaire référence à une précédente vidéo. Lui, il n'a que ses propres émotions à gérer, en tout cas ses propres besoins. Et voilà tout ce qu'on lui demande normalement. Or, il se trouve que la plupart du temps, lorsque l'on fait des phrases qui paraissent tout à fait anodines, du genre « fais plaisir à maman », ou du genre, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous étonner, mais du genre « tu es très intelligent », ça va certainement vous perturber ce que je vous dis. Eh bien, figurez-vous que ces phrases sont finalement des évaluations et des demandes inconscientes. De demander à son enfant de faire quelque chose pour faire plaisir, ça induit que s'il ne le fait pas, sa maman va être malheureuse, ce qui implique une responsabilité chez l'enfant. Donc ça veut dire que le bonheur de sa maman dépend de lui, plutôt que de lui dire tout simplement range ta chambre ou des choses plus factuelles, dirons-nous. Et pourquoi je disais que le fait de lui dire tu es intelligent n'est pas forcément très pertinent, eh bien c'est parce que ok, sur le moment c'est super, ça va lui apporter une bonne dose de confiance en lui, ça, il n'y a pas de problème. Sauf que sur le long terme, ce qui va se produire, c'est que le jour où il fait une mauvaise note ou qu'il a une mauvaise évaluation en classe, par exemple, ou même quelque chose qu'il rate peut-être dans un autre contexte, il va se passer quelque chose dans son cerveau d'incompréhensible. Il va se dire, on m'a dit que j'étais intelligent, et là, en fait, j'ai pas réussi. Et donc, ça va créer en lui générer des angoisses, des stress énormes. Et pour finir, à l'âge adulte, ça va déboucher sur le syndrome de l'imposteur, sur lequel nous reviendrons bien plus tard, dans d'autres vidéos. Et là, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans tous ces phénomènes, il y a une relation de cause à effet qui est la même, c'est qu'il y a une forme de dépendance entre ce qu'une personne de l'extérieur demande à l'enfant et ce que l'enfant serait a priori capable de faire par lui-même sans qu'on lui dise ou qu'on lui demande quoi que ce soit. Donc en fait, l'enfant est tout à fait capable d'être autonome dans sa propre évaluation et donc dans son estime de soi si on lui apprend, c'est-à-dire que si on l'influence sur la voie de l'autonomie. C'est-à-dire que si il échoue pour une tâche par exemple, eh bien ce n'est pas genre c'est bien, c'est pas bien, ou tu es intelligent, tu n'es pas intelligent, c'est lui apprendre à se connecter avec ses propres besoins, ses propres sensations également, et de se demander si tu n'as pas réussi, ce n'est pas grave, tu n'es pas tes notes. Ça aussi, c'est quelque chose de très important, c'est d'apprendre à se désidentifier d'une situation et de la personne. Quand un enfant fait une bêtise, c'est pas
c'est pas lui la bêtise. Il a fait une bêtise. Donc il est vraiment très important aussi d'arriver à faire la distinction entre ce que fait la personne et qui elle est. Et toutes ces choses-là, c'est au quotidien qu'elles se travaillent. Et je voulais ajouter des précisions, c'est que pour en revenir à ce que j'expliquais sur le cerveau dans la précédente vidéo, imaginez-vous que lorsque l'on dit à un enfant, par exemple, imaginez, donc je suis la grand-mère et puis je prête un pull à mon fils ou mon petit-fils et qui me dit « Mamie, ton pull me gratte » et que je lui réponds « Mais pas du tout, c'est mon pull, je sais très bien qu'il ne gratte pas. » Tu racontes n'importe quoi. Cette phrase, a priori totalement anodine, va en réalité bouleverser quelque chose très profondément chez cet enfant. Pour vous expliquer, c'est assez simple. Cet enfant, il dépend énormément de son environnement, comme je vous l'ai expliqué, pour toutes sortes de raisons. Et au moment où il entend cette information, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'intérieur de lui, il y a un court-circuit, puisque il ressent une chose à travers son propre corps, et en même temps, donc pour rappel, c'est le cortex préfrontal quand même, hein, qui offre cette possibilité de connexion avec son corps et de conscience de son corps du coup. Et là, tout à coup, ça va générer un état de stress chez lui, puisque sa grand-mère lui dit « mais non, c'est pas vrai, ça pique pas ». Donc, il se met comme ça. Donc, sa sensorialité et sa compréhension de sa sensorialité, du coup, se déconnectent de lui. Ce qui va avoir pour conséquence qu'à chaque fois que quelqu'un va lui donner une phrase du type non, c'est pas ça, c'est autre chose, alors que c'est lui qui le vit, il va se déconnecter de lui-même et en grandissant, il ne saura plus vraiment qui il est, il va perdre confiance en lui et il va perdre beaucoup de repères. Et que malheureusement, c'est le cas pour énormément d'enfants. Voilà, ça c'est un exemple parmi d'autres. Et c'est vraiment pour illustrer l'importance pour un enfant qu'on lui laisse son libre arbitre. Dans une certaine mesure, évidemment, il faut poser un cadre d'avance. Mais une fois ce cadre posé, il n'est pas nécessaire de faire des phrases à rallonge, il n'est pas nécessaire de lui demander des choses incompréhensibles, puisque son cerveau, dès qu'il est en état de stress, paf, il n'entend plus. Il n'entend plus, donc ça ne sert à rien, ni pour vous ni pour lui, de même que la négation qui pour lui n'est pas compréhensible. On ne dit par exemple pas à un enfant dans les couloirs ne cours pas, on lui dira plutôt marche, parce qu'il va retenir que l'essentiel finalement. La négation pour lui c'est totalement abstrait. On a souvent tendance à penser qu'un enfant est plus mature qu'on l'imagine et on aurait aussi tendance à vouloir, par exemple, lui faire regarder des émissions, des films qui ne sont pas de son âge en se disant mais il est tellement intelligent cet enfant que de toute façon il va pouvoir faire la part des choses, etc. Alors ce n'est pas une question d'intelligence à proprement parler, c'est encore une fois juste une question de connexions neuronales qui ne sont pas encore terminées. Ce qui va avoir comme conséquence pour un enfant que s'il regarde par exemple un film qui est très violent ou s'il assiste à une scène violente, quelle qu'elle soit, eh bien pour l'enfant ça va être un véritable choc et il ne va pas pouvoir l'exprimer. Il ne va pas pouvoir le gérer et pouvoir en faire quelque chose de... Ça ne va pas se transformer, si vous voulez, en quelque chose de plus apaisant. Et voilà.
On pourra revenir sur la question si ça nécessite chez vous un besoin d'approfondissement, d'éclaircissement ou autre, avec grand plaisir, parce que c'est vraiment quelque chose qui m'est très cher, cette thématique. Et à ce propos, donc, j'anime des ateliers pour enfants autour des émotions, dans le but justement d'être en connaissance et en conscience de ces émotions, car c'est réellement de cette manière-là qu'un enfant peut grandir en étant épanoui, en ayant confiance en lui, en ayant de l'estime de lui, qui puisse se développer harmonieusement. Voilà. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi. Et encore une fois, si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez surtout pas. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Merci.